je vais commencer la présentation d'aujourd'hui, donc par une introduction. Est-ce que peut-être, Khadija, peux-tu me faire signe si vous m'entendez correctement? Parfait. Donc c'est ça. Donc je vais commencer par la présentation de notre équipe de Women in AI. Puis après ça, il va y avoir la présentation des panélistes d'aujourd'hui, puis de Khadija qui se charge d'être la modératrice aujourd'hui de notre événement. Et on terminera par une période de questions. Donc je vous invite tout au long de la discussion à indiquer des questions directement dans le chat en fait que vous pouvez voir en bas sur Zoom. Donc, sans plus attendre, je vais essayer de réduire. Hop. Hop. Je pense qu'il y a plusieurs participants juste. Ok, parfait. Donc, Women in AI, c'est vraiment une communauté qui est internationale. Elle provient d'Europe, mais on a créé une équipe au Canada depuis le mois d'août 2020. Et l'équipe de Québec est née quelques mois plus tard. Donc, on est quand même assez récente, mais on a quand même déjà une équipe qui grandit un peu plus chaque mois. Donc, l'objectif de cette communauté, en fait, de Women in AI, c'est vraiment d'œuvrer pour que l'on crée puis qu'on collabore pour une intelligence artificielle qui soit plus inclusive. Et notamment, notre mission, c'est de combler l'écart entre les sexes sur le terrain en éduquant la prochaine génération de femmes leaders en IA et d'augmenter la représentation, mais aussi la participation des femmes dans l'IA. Quand on parle justement aussi de combler cet écart entre les sexes, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, les panélistes sont toutes des femmes, mais on ouvre justement cette participation et cet événement à tous les genres et tous les sexes. Donc, Women in AI, qu'est-ce que ça représente au niveau du chiffre? Donc, au niveau de la communauté mondiale, on représente à peu près 115 pays. On est plus de 4000 membres actifs. Et on parle de 35 personnes qui sont ambassadrices vraiment à temps plein. Donc, il y a une équipe au niveau du Canada qui est divisée en deux sections. Donc, il y a l'équipe nationale avec l'ambassadrice du Canada qui est Emmanuelle Coppinger. Et puis, on a des responsables de ville. Donc, comme par exemple, moi, je suis responsable de la ville de Québec. Donc, c'est pour ça que je réalise actuellement la présentation de cette équipe. Mais je ne suis pas seule. Donc, voici une belle présentation de l'équipe de Québec qui existe depuis peu. Donc, on a Rihanna, on a Kaola, on a Khadija, Catherine et aussi Alexandra qui ont beaucoup participé, qui m'ont énormément aidé pour justement la réalisation puis la création de cet événement. Donc, j'en profite pour les remercier chacune à leur tour pour leur implication qui est vraiment très appréciée. Donc, sans plus attendre, voici la présentation du panel d'aujourd'hui. Donc, je vais passer la main à Khadija qui va se charger d'être la modératrice ce soir et qui va tour à tour présenter chacune de nos participantes, de nos conférencières de ce soir. Merci Lucienne. Bonjour et bienvenue à vous tous. Donc, merci déjà d'être là et de participer à notre premier WeTalk organisé par l'équipe de Women in AI de la Ville de Québec, sous le titre Cas d'application de l'intelligence artificielle dans l'industrie de la Ville de Québec. Donc, je suis Khadija Seyed, membre de l'équipe de la Ville de Québec et je serai la modératrice de cet événement-là. Donc, aujourd'hui, nous recevons 4 femmes d'ici, donc impliquées chacune de sa façon dans l'implémentation de l'intelligence artificielle dans différents secteurs d'activité. Donc, je souhaite la bienvenue à Madame Alexandra Masson, Madame Sonia Bemel, Madame Talia Chanzez Vera et Madame Véronique Tremblay. Bienvenue, mesdames. Donc, pour commencer, je vous laisse, mesdames, la parole pour vous présenter un peu. Et aussi, j'aimerais que vous me définissiez un petit peu, si vous permettez, en quelques mots, ce que l'intelligence artificielle signifie pour chacune d'entre vous. Donc, je commencerai peut-être par Alexandra Masson. Bonjour, bonjour à tous, bonsoir. Donc, moi, c'est Alexandra Masson. Je suis directrice IA et solutions numériques chez Québec International. On est l'agence de développement économique pour la région de Québec.
Moi, j'ai un background en sciences cognitives. J'ai fait un doctorat en sciences cognitives en France, en co-tutelle en France et au Canada, donc sur les agents conversationnels. Ça, c'était dans mon ancienne vie. Donc, je ne suis pas douée en IA de ce qu'on parle aujourd'hui, mais j'y ai encore beaucoup d'intérêt et mon rôle est d'accompagner les entreprises ici en IA à trouver de la clientèle et à trouver des beaux projets, et les entreprises qui ne sont pas en IA à trouver les bons partenaires pour en faire. Si je devais donner une définition pour moi de l'IA, c'est un des outils de la boîte à outils pour optimiser ce qu'on fait grâce à la technologie. C'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen de parvenir à faire les choses mieux et plus efficacement. Super. Je ne sais pas si une autre panéliste veut prendre la parole. J'irai peut-être avec Sonia. Bonsoir à tout le monde. Merci pour votre intérêt à cette soirée. Sonia Bemel, je suis PDG de Watershed Monitoring Canada et présidente de Watershed Monitoring Europe. Je suis également professeure associée de l'Université Laval et de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique en INRS. Et à la base, je ne suis pas du tout non plus en intelligence artificielle. En fait, j'ai un doctorat en aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval. Et ma spécialité, c'est en fait l'optimisation de l'acquisition et la gestion optimale de données en vue d'en faire une utilisation optimale. Donc, dans cette optique-là, mon objectif principal, c'est de pouvoir améliorer notre exploitation des données relatives à l'eau pour améliorer la gestion de la ressource en eau, et ça de la source au robinet. Donc, si j'avais à donner une définition de l'intelligence artificielle par rapport à mon domaine d'application, ça ressemble beaucoup à celle-là d'Alexandra, mais c'est pour nous aider dans un domaine qui est relativement conservateur, avec des indices de qualité sur lesquels on doit travailler, pour nous aider d'aller un petit peu au-delà de notre compréhension des phénomènes environnementaux, donc de comprendre les phénomènes un petit peu plus complexes à l'aide de cet outil technologique / mathématique, pour avoir davantage d'informations pour nous aider à prendre les bonnes décisions pour protéger l'environnement relativement à l'eau. Merci. Super, merci beaucoup Sonia. Talia. Oui, salut à tous, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Talia Sanchez. J'ai fait un baccalauréat en informatique à Cuba. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en informatique spécialisée en intelligence artificielle ici à l'Université Laval. Et mon mémoire était axé sur la prédiction des personnalités toxiques dans les communautés en ligne. Et après mes études, j'ai travaillé sur des projets d'IA pour la détection de la fraude, le blanchissement d'argent et les juniors responsables dans les casinos. Et actuellement, je travaille comme intelligence artificielle scientist chez Bouvan. Et actuellement, je suis plus centrée sur la détection et classification d'objets dans les images. Et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un système informatique lequel va avoir la capacité d'analyser, interpréter et apprendre des données avec l'objectif d'utiliser après ces connaissances pour des prédictions futures ou des tâches spécifiques. Merci beaucoup, Talia. On est avec notre dernière panéliste, Véronique. Bonjour, alors Véronique Tremblay. Moi, je suis formée en statistique à la base. J'ai obtenu mon diplôme au département de mathématiques à l'Université Laval en 2011. Depuis, je suis arrivée sur le marché du travail un peu au début là, de la mode, à l'époque, le buzzword, c'était data mining qu'on avait. Donc, j'ai fait assez peu de statistiques classiques dans ma carrière jusqu'à maintenant. J'ai fait beaucoup plus de ce qu'on appelle, là, de ce qui se rapproche de ce qu'on considère comme étant de l'intelligence artificielle aujourd'hui ou de la science des données. Donc, je travaille depuis ce temps-là. J'ai travaillé un peu au gouvernement. J'ai travaillé aussi dans le domaine de l'assurance chez Desjardins. Et puis, je travaille maintenant pour Videns Analytics, qui est une compagnie, qui est une jeune entreprise fondée uniquement par des femmes, d'ailleurs, dans le domaine, ce qui est assez rare là, de voir des femmes, autant de femmes, en fait, dans une organisation
en intelligence artificielle. Donc, je travaille avec eux depuis un petit bout maintenant. Là, on fait de la consultation dans différents domaines. En même temps, je suis chargée de cours à l'Université Laval depuis 2014. Donc, j'enseigne autant les stats classiques, même si j'en ai pas fait ma spécialité dans le marché du travail. J'enseigne les stats classiques à ingénieurs, actuaires, mais aussi j'enseigne les stats, les méthodes d'analyse de données, par exemple, à la maîtrise en intelligence artificielle à l'Université Laval. En parallèle de ça, présentement, je fais un doctorat en sciences des données. Je m'intéresse plus particulièrement aux questions de la discrimination dans les modèles prédictifs. Alors, ma définition de l'intelligence artificielle, ben, mon opinion, en fait, c'est que c'est un peu un buzzword, l'intelligence artificielle. Donc, je préfère le voir mais un peu comme Alexandra et Sonia, là, je préfère voir ça en termes de, il y a des besoins. OK, les gens ont des besoins. On a une très grande variété d'outils. Ça peut être purement technologique, donc on peut avoir besoin uniquement d'un système qui nous fournit la bonne donnée au bon moment, puis ça va faire notre affaire. Mais on peut avoir besoin aussi de la grosse affaire, là, avec les réseaux de neurones récurrents ou avec le traitement de la langue naturelle ou tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment une grande variété d'outils dans lesquels je vais aller piger selon le besoin que je vais avoir. Puis c'est, ouais, voilà. Merci beaucoup pour l'introduction, puis pour la définition. Puis de ce que je vois, selon les définitions que vous donnez, il n'y a pas déjà une définition claire, puis ça, on le sait déjà. Donc, même à travers l'historique de l'intelligence artificielle, la définition a beaucoup changé. Puis, comme vous avez dit, Véronique, des fois, c'est juste un buzzword aussi qu'on utilise pour des fins marketing ou autre. Mais c'est parfait de voir un peu la vision d'ensemble où vous voyez l'intelligence artificielle comme des personnes impliquées dans le domaine. Ma prochaine question, c'est pour le rôle de l'industrie. Je vous poserai la question de, selon vous, quel rôle joue l'industrie dans l'évolution du domaine de l'intelligence artificielle? Par exemple, est-ce que l'industrie est la source d'innovation? Est-ce que, par exemple, l'industrie va nous fournir un besoin auquel on n'a pas pensé auparavant, puis d'un coup, on est capable de sortir des innovations, de dire on va aller chercher quelque chose de super intelligent, de super innovant, mais qui va naître de l'intelligence artificielle, mais à la base qui vient de l'industrie. J'aimerais juste vous entendre par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que l'industrie a un rôle là-dessus? Puis si oui, lequel? Je penserais peut-être avec toi, Véronique, tu es en plein écran pour moi, en tout cas. Ben, en fait, il y a deux aspects à ça. Il y a l'évolution, l'intelligence artificielle, ça peut évoluer, tu sais, sur le plan théorique. Il y a de la recherche théorique qui se fait là-dessus. Mais j'aurais tendance à dire que le gros de la recherche ou le gros des innovations qui se font sont vraiment basées sur des problèmes concrets que l'industrie voit arriver. Puis les chercheurs, autant à l'université que dans le domaine privé, vont vraiment souvent partir d'un besoin très, très, très concret, d'un problème d'une tâche qui est trop lourde à effectuer par des personnes, de quelque chose qu'on veut optimiser, des choses comme ça. Donc, la plupart du temps, les développements qu'on fait partent vraiment d'un problème. Et je dirais même dans le milieu académique. Puis si on regarde pour la région de Québec en particulier, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse ici, bien, on voit notamment tout le domaine de l'assurance. L'industrie de l'assurance est très, très, très présente dans la région de Québec. Et puis, on voit que ça influence beaucoup vers quoi vont se tourner les chercheurs universitaires même pour faire avancer la recherche. Donc, il y a beaucoup de recherche qui se fait en se basant sur des besoins de l'industrie de l'assurance qui va aller financer, par exemple, des projets de recherche à l'université ou des choses comme ça. Donc, oui, l'industrie a un rôle important à jouer là. Je passerai peut-être la parole à Alexandra, qui a peut-être une vision un peu plus générale de ça pour la ville de Québec, étant donné sa position. Ben, oui, effectivement, je pense que Véronique, tu mettais le doigt sur le fait que je pense que les plus beaux cas, les plus beaux cas d'exemple et les plus belles applications viennent toujours de l'industrie. Puis je pense que c'est quelque chose de trippant pour les chercheurs aussi d'adresser des problématiques du réel. Puis je pense que la région de Québec est un beau
un beau carré de sable pour l'ensemble des entreprises là, pour des cas concrets d'application. On a une grande historique dans la région de travailler avec l'industrie et de travailler à de l'IA appliquée au réel, là, notamment par un grand passé en optique photonique, en physique, en informatique, en robotique. Évidemment, l'Université Laval et les différents centres de recherche qui sont là depuis les 30, 40, 50 dernières années dans ces domaines-là. C'est aussi de là que vient la création des multiples entreprises qu'on a dans la région qui aujourd'hui travaillent en IA appliquée au réel, puis aussi dans tout ce qui se fait maintenant dans les objets connectés. Là. Je pense qu'on a une belle démonstration qu'on a un terreau fertile pour toute l'industrie, en fait, l'optimisation des cas industriels. Sonia est un bel exemple. On pourrait l'entendre là-dessus parce que c'est un vrai cas réel là, puis qui peut nous améliorer la vie à tous. Bien, en fait, merci de me lancer la balle, Alexandra. C'est que, en fait, je pense que l'industrie joue un très grand rôle ensemble avec les universités de proposer des cas d'application en intelligence artificielle, notamment dans le domaine dans lequel je me trouve, le domaine de l'environnement, la qualité d'eau, la gestion de l'eau, que ce soit au niveau de l'amélioration de la gestion de l'eau dans le bassin versant, le traitement de l'eau, la distribution de l'eau dans les réseaux de distribution jusqu'au robinet des citoyens. Parce que je pense que quand les gens, et je pense qu'une partie du travail, c'est identifier les besoins, ça c'est une chose, mais aussi ne pas oublier de démystifier tout au long la question sur l'importance de la gestion de données et qu'est-ce qu'on peut faire avec en utilisant la boîte à outils qui est mise à notre disposition, comme justement l'intelligence artificielle. Et présentement, je serais très, très curieuse par rapport à toutes les personnes qui assistent ici aujourd'hui, qui sont dans le domaine de l'environnement et de la qualité de l'eau. Et dans quel domaine qu'ils se trouvent. Parce que généralement, quand on donne des conférences sur l'eau, on a tout le monde sur l'eau. Et vite comme ça, je ne vois personne que je connais, mais qui sont tout le temps là d'habitude. Donc, je pense qu'il y a encore une déconnexion qui est faite entre ce que le monde, une démystification qui est à faire entre ce que l'intelligence artificielle nous offre comme solution pour répondre à nos problèmes. Et là, je pense que l'industrie joue un très grand rôle de pair avec les universités et les événements et des organisations comme ce soir. Tu parles d'un point super intéressant, c'est aussi la compréhension. Est-ce que l'industrie déjà sait c'est quoi l'intelligence artificielle? Quel est le contenu de cette boîte à outils? Comment on pourrait l'utiliser? Puis de ce que je comprends de votre exemple, c'est pas toujours évident. Il y a des compagnies pas du tout. C'est vraiment flou. C'est très, très flou. Puis si je peux me permettre rapidement avant de passer la parole à Talia, mais c'est que notre entreprise se spécialise dans la gestion de la donnée. Dans le cadre des opportunités que la Ville de Québec nous offre, c'est de passer de la recherche à le développement aux vitrines technologiques pour présenter tous ces éléments-là. Mais c'est là, on voit qu'il y a des cas d'application très concrètes qu'on pourrait faire avec les données pour améliorer la gestion de l'eau, pour être plus efficace, pour être plus efficiente, et tout ça sans enlever rien aux personnes qui sont présentement employées à faire ce job-là. Au contraire, c'est pour leur donner des outils pour être encore plus efficaces et efficients dans leurs tâches. Et en plus, quand on va dans une autre direction du domaine de l'intelligence artificielle, un petit peu la gestion des connaissances, de capter les connaissances de ces personnes-là, puis les intégrer dans nos modèles, dans nos prises de décision, bien, ça ferait en sorte qu'on pourrait pérenniser jusqu'à une certaine mesure les connaissances métiers des gens pour assurer la transférabilité, la pérennité de ce qu'ils ont fait, c'est de valoriser toutes ces informations-là, ces connaissances-là, à travers des outils de l'intelligence artificielle et d'autres qui sont à notre disposition. Et c'est là qu'il y a un gros travail, je pense, à faire, de remonter cette pente-là de crainte des gens, de cette boîte noire qui est l'intelligence artificielle, qui, dans toute fin pratique, n'est pas une boîte noire, c'est juste un outil de travail de plus. Tout à fait. Merci beaucoup, Sonia. Peut-être on va entendre Talia par rapport à cette question-là.
Donc, je pense que de mon côté, j'ai pas beaucoup ajouté. Je pense que tous mes collègues ils ont bien expliqué par rapport à l'industrie du Québec parce que quand même, il y a des autres questions que je sais que vous m'aurez nous poser. Donc, pour moi, je suis d'accord. Je n'ai rien ajouté vraiment pour cette question. Ben, super. Donc, vous êtes toutes d'accord que des fois, des fois ou dans la plupart des cas, l'idée ou l'innovation, ça va venir de l'industrie, puis on va bonifier un peu avec la recherche scientifique qu'on fait pour la rendre plus peut-être rigoureuse. Ça me ramène à une autre question, puis toujours avec les réponses que vous m'avez fournies. J'aimerais vous entendre par rapport à vos expériences. Dans quel domaine l'intelligence artificielle est bien implémentée, bien utilisée, bien connue? Donc, je parle toujours de la Ville de Québec. Puis à l'inverse aussi, est-ce que vous voyez des domaines qui gagneraient à introduire de l'intelligence artificielle davantage? Je vous laisse peut-être, Alexandra, peut-être, qui sourit un peu, je crois, à la réponse. Je laisserai Véronique sur le positif. Il y a les évidences, pour nous tous. Là, on parlait du secteur de l'assurance avec Véronique tout à l'heure, mais je pense que tous les secteurs qui produisent naturellement énormément de données sont évidemment les premiers concernés. Là, tout le secteur des TI aussi qui ramasse de la donnée assez naturellement. Moi, je pourrais intervenir sur les secteurs qui ont plus de difficultés là. Puis Thalia doit en rencontrer quelques-uns. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail du côté manufacturier. Je pense que c'est ce qui l'intéresse, ce qui l'occupe actuellement. Fait que le manufacturier est en train de rattraper son retard parce qu'ils sont en train d'acquérir de la donnée. Mais il y a des grands parents pauvres, notamment le secteur de la construction. On en a parlé tout ensemble quand on a préparé le panel, mais c'est une vraie problématique et je pense que c'est un secteur qui pourrait gagner beaucoup à commencer à collecter de la donnée d'abord, donc à faire rentrer plus de capteurs et plus d'intelligence dans le bâtiment, dans la façon de faire les choses pour pouvoir mieux les faire ensuite. Parce que si on veut optimiser, il faut commencer par mieux mesurer. Puis je pense que il y a clairement bien des secteurs, notamment le secteur de la construction, qui manquent de mesures aujourd'hui pour pouvoir s'améliorer. Mais Véronique et Thalia pourraient nous donner des beaux exemples de ceux qu'ils font, et qu'ils font bien déjà. Il y a ceux qui le font, mais je dirais effectivement, là, dans le domaine de l'assurance, ça prend une très grande place présentement. Là. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui se tournent vers ça, qui essayent d'améliorer ça un peu. C'est peut-être une industrie où c'est un peu plus facile de l'intégrer parce que il y a beaucoup d'actuaires, donc il y a beaucoup de gens en finance, donc beaucoup de personnes qui manipulaient déjà les modèles depuis longtemps. Donc, tu sais, c'est un endroit où c'est pas ça n'a pas l'air d'être de la magie quand on leur amène ça là, pour eux. Ça n'a pas l'air de tomber du ciel. Ils sont habitués de travailler avec des modèles, faire des mathématiques. Ils comprennent un peu ce qu'il y a en arrière de ça. Donc, c'est peut-être un petit peu plus facile à intégrer. Mais encore là, c'est pas toujours facile. C'est pas facile dans tous les secteurs de l'intégrer. Je dirais qu'effectivement, l'assurance, c'est un domaine où on est où cet aspect-là avance assez bien. Mais comme tu le disais si bien, Alexandra, évidemment, nous, en tant que consultants dans le domaine, ce qu'on voit, c'est davantage les secteurs qui le font que les secteurs qui ne le font pas. J'aurais tendance à penser personnellement, par contre, que le domaine de la santé gagnerait à travailler un petit peu plus fort, à travailler un petit peu plus fort. Puis on parlait du rôle que l'industrie joue, mais je pense que non seulement l'industrie joue un rôle dans comment la recherche est orientée, mais je pense qu'elle doit jouer un rôle. Puis peut-être que la santé, mais on voit, là, il commence à y avoir plus de projets en lien entre la santé et l'intelligence artificielle, tout ça. Mais si l'industrie, mais là, ici, on parle de la santé, donc du gouvernement, mais quand même, si l'industrie cherche à faire des projets vers ça, bien, la recherche va s'orienter vers ça aussi. Donc, je vois que ça s'en vient dans le domaine de la santé. Je ne l'ai pas expérimenté encore, mais c'est un domaine où on commence à essayer d'en faire. Je laisserais peut-être Thalia nous parler de elle, les endroits où elle voit que ça s'intègre le mieux. Oui, de mon côté, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues dans le sens que vraiment, dans tous les endroits où on a des données et on produit des données, on peut utiliser de l'intelligence artificielle. Et
bon, dans mon cas, et actuellement dans mon emploi chez Bouvan, je vois vraiment de différentes entreprises qui essayent de faire de l'IA. Ils sont très intéressés par l'IA. Et vraiment, seulement pour donner un petit exemple, par exemple, actuellement, on fait des algorithmes pour une entreprise qui s'appelle SBI, qui est une entreprise spécialisée à la conception et facturation des appareils de chauffage. Et on fait pour eux un système de prédiction des ventes. Donc, c'est seulement pour donner un exemple qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans n'importe quel domaine. Par exemple, si on a une entreprise, on travaille pour une entreprise qui s'appelle Patate Dolbec, où on fait des algorithmes pour la détection des maladies et des faux des pommes de terre sur la ligne de production. Donc, à la fin, qu'est-ce que je veux dire? Qu'on peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines. C'est seulement avoir l'intérêt de l'appliquer et utiliser les données que les entreprises ont dans le domaine de l'IA. Je laisserai peut-être Sonia si tu as d'autres points à ajouter avant que j'intervienne. Oui, j'aimerais ça. Ben, je suis contente d'apprendre que Patate Dolbec utilise l'intelligence artificielle. Je reste juste à côté. Ça m'apprend quelque chose. Je suis contente de voir ces trucs d'application que j'avais aucune idée. Mais pour revenir aussi sur ce que Véronique disait, c'est que je pense qu'effectivement, c'est que le domaine de la santé et de l'environnement doivent s'affairer davantage à utiliser l'intelligence artificielle et ça de manière concomitante. Parce qu'on a oublié, je pense, dans la conscience de tous, quel est le lien direct entre l'environnement, qualité de l'air, qualité de l'eau comme vecteur de maladie ou comme chronique ou aiguë. Et il y a trop peu d'interaction entre les deux. En fait, les gens parlent d'investir beaucoup dans la santé. Si on n'investit pas dans la santé, si on veut que les gens restent en santé, ben, il faudrait peut-être investir autant dans un environnement sain et autant dans l'éducation. Mais pour faire mon point, c'est qu'un des premiers exemples d'utilisation des données pour la santé publique et la qualité de l'eau, c'était au milieu du 19e siècle où on avait des épidémies de choléra qui étaient liées à la qualité de l'eau, mais on ne le savait pas. C'est vraiment à partir de l'acquisition de données pour savoir c'est où les clusters de personnes malades, puis où ce qui allait, quel était leur point commun, qui était le point de prise d'eau d'un puits à Londres qui était contaminé, que tout le monde est tombé malade. Mais ça, c'est exactement ces genres de cas d'application qu'on peut utiliser aujourd'hui pour essayer de comprendre la propagation du COVID ou de d'autres maladies où ce que le vecteur est différent. Et je pense que c'est là-dessus qu'on en fait un usage complètement inadéquat des données et de l'intelligence artificielle pour arriver à résoudre nos problèmes complexes et nous aider à la prise de décision. De ce que je vois, c'est ça, vous avez des exemples variés de secteurs et industries qui gagneraient à implémenter l'intelligence artificielle. Puis le focus est mis beaucoup sur le secteur de santé. Là, c'est dommage qu'on n'a pas des gens du domaine pour nous expliquer un peu la raison, mais les raisons aussi sont multiples. Des fois, c'est les moyens, des fois, c'est la volonté, des fois, c'est la culture aussi de l'industrie elle-même. Est-ce qu'elle est adoptive ou non de l'intelligence artificielle? C'est quand même un grand sujet, puis j'aimerais peut-être qu'on en parle peut-être prochainement avec des personnes du domaine là, pour nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ça. Mais ça m'amène à une autre question. J'aimerais vous entendre, si vous permettez un peu, de savoir, vous, comme des personnes impliquées dans les projets d'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez juste nous donner un aperçu des projets sur lesquels vous avez déjà travaillé, des projets sur lesquels vous travaillez présentement, dans quelle industrie, vous répondez à quel type de besoin? Est-ce qu'il y a quand même une demande dans le marché? Donc, je parle toujours de la Ville de Québec. Est-ce que la Ville est adoptive à l'intelligence artificielle? On cherche à implémenter de l'intelligence artificielle? On est plus côté, on ne connaît pas, puis on fait appel à une entreprise pour nous expliquer un peu juste c'est quoi l'intelligence artificielle, mais on sait que ça ne va pas être tout de suite. Là, on va attendre un certain temps avant de voir déjà les concurrents peut-être adopter déjà la solution pour faire l'exemple. Donc, j'aimerais juste vous entendre par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez juste nous partager un peu des expériences, des aperçus de ces projets-là sur lesquels vous travaillez?
chacune donc son domaine d'intervention. Je peux peut-être partir en disant que j'ai régulièrement des demandes moi, qui viennent à moi d'entreprises qui cherchent des références là, pour savoir comment s'orienter. Puis tout dépendant du sujet, évidemment, je vais référer différentes entreprises. Fait que, définitivement, il y a un appétit, une curiosité, on va dire. Il manque de points d'évaluation pour savoir s'ils sont prêts à ça, ou en tout cas, il manque de mesures, mesurer soi-même du degré de comment on dirait, là, de prétitude, le degré de comment ils sont prêts pour le faire, c'est jusqu'où je dois avoir de la donnée, je dois avoir accumulé, c'est qui je dois avoir en interne pour pouvoir interagir avec ces personnes-là, parce que souvent, c'est un sentiment profond d'incompétence, fait qu'ils se disent, je vais parler à ces gens-là, puis ils sauront pas me parler, alors que souvent, je pense que c'est quand on explique bien le problème qu'il y a plein de gens. Je pense que Véronique, chez Evidence, vous avez l'habitude de rencontrer des gens qui ont ce sentiment-là, là. Ben, nous, en fait, c'est devenu un peu notre spécialité presque chez Evidence, c'est d'arriver dans une organisation qui se dit « Ouais, j'ai des données, je veux faire de l'intelligence artificielle, je sais pas trop par où commencer. » Souvent, les gens nous arrivent comme ça, ils savent pas quoi faire, ils savent pas, tu parlais d'un niveau de prétitude, Alexandra. Nous, on appelle ça un niveau de maturité analytique, si on veut. C'est meilleur, ça, c'est meilleur. C'est juste une façon un peu plus chic de le dire, là. Mais donc, ça fait partie des premières choses qu'on va regarder dans une entreprise. C'est qu'est-ce qu'il y a comme données, qu'est-ce qu'il y a qui est déjà fait. Puis souvent, on va partir avec des plus petits projets ou des plus petits mandats, puis on va les aider à grimper là-dedans. Mais oui, souvent, les entreprises arrivent avec ce genre de problème-là. Ils ne savent pas trop par où prendre le problème. Donc, tu nous demandais qu'est-ce qu'on a comme type de projet ici dans la région de Québec. Bien, c'est sûr que moi, je suis beaucoup dans l'assurance. Parce que souvent, c'est des grandes entreprises comme ça qui vont se permettre de se lancer là-dedans. Les PME, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour les PME de se lancer dans ce genre d'aventure-là. Souvent, ils ont peur, ils pensent que ça va coûter super cher, alors qu'il y a des choses effectivement, il y a des choses qui coûtent super cher, mais parfois, selon le problème, ça va pas nécessairement coûter super cher, mais les petites PME, pour eux, c'est souvent un petit peu plus difficile. Je donnerai un exemple dans la région de Québec que j'ai, c'est une PME qui a décidé de monter une application pour aider au recrutement en ressources humaines, donc de monter une application pour permettre aux recruteurs et aux talents de se jumeler, mais sur la base de leur personnalité, de leurs valeurs, de leurs préférences. Donc, cette petite start-up-là, c'est YouMeet, avec qui je travaille depuis à peu près 1 an, qui est dans la région de Québec, puis qui essaie d'intégrer vraiment de l'intelligence artificielle, puis qui, en plus, essaie de le faire d'une façon éthique à l'intérieur de son application. Donc, on parle de ressources humaines, là, il y a des gros enjeux quand on se met à parler de ça. Donc, c'est ça, eux, ils essayent de faire ça à ce niveau-là. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, là, dans la région, c'est ça, il y a des assurances. On a des petites PME aussi, mais je pense que c'est plus difficile pour eux de se lancer là-dedans. On ira peut-être avec Stadia. C'était quelque chose à partager. Tu as parlé tout à l'heure du domaine de l'agriculture, les détecteurs des choses dans les patates, etc. Donc, tu pourras juste me partager un peu ça ressemble à quoi ce projet-là, puis c'est quoi les besoins initiales que vous aviez là? Oui, à la fin, c'est ça. Par exemple, dans Patata Dolbec, à la fin, l'objectif, c'est, ils ont comme une ligne de production, et à la fin, il y a une caméra, et l'objectif, c'est d'utiliser des algorithmes pour prédire ou pour détecter s'il y a des maladies ou des défauts dans les patates, dans les pommes de terre. Donc, vraiment, ce sont des projets qui sont vraiment intéressants parce qu'à la fin, ça va automatiser donc, toute la production de la ligne de production de patates. Et
Aussi, je vais te donner un autre exemple qu'on a fait chez Bouvan. C'est par exemple pour l'entreprise Pomerlo, qui est une entreprise de construction. Et, normalement, chez Bouvan, on a fait un algorithme pour la classification et détection des conflits entre les différentes parties des bâtiments une fois qu'ils sont construits, s'il y a des conflits entre différentes parties des bâtiments. Donc, vraiment, je pense que, comme je te dit tout à l'heure, on peut utiliser l'intelligence artificielle partout, n'importe où. Je me rappelle aussi un autre exemple de projet qu'on a fait. C'est dans une entreprise qui s'appelle SpyPoint, où on utilisait ces algorithmes pour détecter des espèces des animaux avec des caméras de chasse. Donc, vraiment, c'est comme on peut utiliser l'intelligence artificielle n'importe où. C'est vraiment avoir l'envie de l'utiliser, de savoir comment l'utiliser. Oui, c'est sûr que ça, si déjà il y a la volonté d'intégrer de l'intelligence artificielle, il y a des données, puis l'entreprise a déjà cerné un besoin bien défini, c'est sûr qu'il pourra partir avec l'intelligence artificielle et tirer un peu profit. J'aimerais peut-être entendre, Sonia, par rapport à la qualité d'eau que vous faites au niveau de votre entreprise. Vous utilisez de l'intelligence artificielle, je pense. Puis, à quel niveau vous l'utilisez? Est-ce que c'est vraiment juste pour traiter les données, sortir un peu une meilleure qualité de données que vous avez pour savoir ce qu'est la qualité d'eau ou je me trompe? Donc, je te laisse peut-être la parole pour nous expliquer un peu plus. Oui, merci. En fait, si on parle vraiment au niveau de la Ville de Québec ou la région de Québec ou Québec même, on n'est pas du tout en train d'appliquer l'intelligence artificielle pour l'instant. On l'a fait ailleurs, je pourrais en parler tout à l'heure, mais peut-être il y a deux raisons pour ça. Une est peut-être aussi parce qu'on ne s'est fait peut-être pas à la base associer à l'intelligence artificielle quand on travaille dans le domaine de l'eau / environnement. Je pense que ça en fait un peu partie. Mais je pense que la cause est peut-être un peu plus fondamentale. C'est que les organisations, que ce soit des municipalités, les organismes de bassin versant, les OBNL, les associations, toutes ces organisations-là qui œuvrent dans l'eau, ils ont déjà ils ont un fardeau très important en termes d'acquisition de données et de répondre à des standards très sévères avec des informations des critères de qualité très clairs auxquels ils doivent répondre. Et déjà, ce travail-là, qui entre autres présentement au Québec en cours, que toutes les municipalités qui amènent de l'eau à plus que 500 personnes doivent déposer d'ici l'avril 2021, donc après-demain en quelque sorte, des analyses de vulnérabilité de leurs sources d'eau potable, qui inclut l'inclusion de toutes les données d'activité anthropique dans leur bassin versant jusqu'à leur prise d'eau et d'établir les liens de causalité entre la qualité d'eau qu'ils ont et ce qui se passe dans leur territoire. Donc, on est tellement occupé présentement à faire juste la bonne gestion de la donnée, de bien l'étiqueter, de bien la gérer et de tirer l'information qui est obligatoire, qu'on est vraiment présentement à une étape qu'on pourrait même qualifier de faire le ménage dans l'information, de définir les besoins d'acquisition et d'accompagner les clients à optimiser l'acquisition des données. Parce qu'il y a un problème par rapport à aussi par rapport à la vision, comment qu'on planifie l'acquisition de données, comment qu'on l'exécute, comment qu'on les gère. Et en train d'analyse, on n'est même pas rendu là d'exploiter ça à son plein potentiel. Parce qu'on a trop d'obligations déjà réglementaires pour l'analyse des données. Donc, je pense qu'on est à une étape où on a une très belle prise de conscience de l'importance de la donnée, de la bonne gestion, la bonne acquisition, et que là, l'analyse au-delà de ce que le règlement exige, ça, je pense, c'est la prochaine étape sur laquelle on va pouvoir travailler. Fait que je pense qu'on est vraiment juste en train de faire les choses peut-être aussi dans les bonnes étapes au lieu de sauter, si on veut, les étapes à vouloir passer à l'analyse de données sans y avoir réfléchi à la qualité de la donnée qui va servir à ça. Je vais me permettre de rebondir un peu là, sur ce que Sonia vient de dire. En fait, elle présente son nettoyage de données comme si c'était une chose qu'il faut faire avant, comme si c'était on n'est pas encore rendu là. Mais en fait, c'est central. Puis dans n'importe quel projet, puis je suis certaine que Thalia va pouvoir me le confirmer, dans n'importe quel projet, ça représente souvent 80% de ce qu'on va faire, là. Après ça, entraîner des modèles, ça a l'air beau cette histoire-là, mais c'est souvent pas le morceau compliqué d'un projet. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment le morceau
Pas toujours. Le plus difficile, là, peut-être, Thalia, j'aimerais ça que tu renchérisses là-dessus. C'est pas nécessairement le morceau le plus difficile, mais c'est souvent celui qui demande beaucoup de temps et qui a un gros impact sur ce qu'on va obtenir au bout du compte. Donc, il faut pas le voir comme étant juste oh, on est juste dans le nettoyage au début. Non, vous êtes dans le gros morceau, en fait, là. Oui, j'avoue, mais puis en plus, et ça juste, puis avant de donner la parole à Thalia, je pense que ça, c'est un enjeu majeur en environnement, c'est que les frontières des données ne sont pas délimitées à ceux qui les utilisent. C'est qu'il y a tellement d'acteurs après qui sont impactés par ce qu'on fait avec l'information que c'est toute la question aussi de à qui va servir la donnée, mais qui va pénaliser aussi. Donc, je pense que c'est d'autant plus important de faire ce travail-là en amont. Mais c'est un peu, je pense, le même problème dans la santé. Excuse-moi, Thalia, Non, je coupe là. Mais je pense que il y a tellement de gens concernés par la donnée que ça devient compliqué de savoir à qui elle appartient et surtout qui va pouvoir l'utiliser. Juste en parlant de santé aussi, on a eu un commentaire de Andréane, qui est, je crois, professionnelle dans le domaine. Puis il dit que la gestion de données est très difficile dans le secteur puisqu'il y a un grand aspect éthique, confidentialité associé aux données. Donc, il faudrait s'interroger sur les moyens de pallier à ces aspects. Donc, des fois, tu as tout pour faire de l'intelligence artificielle, mais c'est juste pas possible parce qu'on ne s'est pas encore mis d'accord sur le niveau éthique, le niveau confidentialité. On n'a pas tant de réponses à certaines questions. Donc, on met le projet à côté tant qu'on n'a pas ces réponses-là. Désolée, Thalia, je t'ai coupé la parole. Non, c'est bien, c'est bien. Non, ça me supporte l'idée de Véronique. Vraiment, il y a un grand pourcentage de temps qu'on prend pour faire des analyses de données, analyser les problèmes, voir vraiment comment on peut résoudre le problème. Et comme elle dit, entraîner les algorithmes, une fois qu'on a l'idée très claire de qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quand même trivial dans le sens que c'est pas trop difficile. Donc, bien sûr, préparer les données et avoir des données clean, c'est vraiment important pour pouvoir après avoir de bons résultats avec les algorithmes. Parce que sinon, même les algorithmes ne vont pas savoir, on ne va pas bien trouver ce qu'on veut faire, ou qu'on veut prédire. Ouais, et par rapport à ça aussi, ce que tu viens de dire, par rapport aux commentaires de la personne, je me rappelle quand j'étais en train de faire un stage à l'université là-bas, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Too Hot à British Columbia. Et ça m'a rappelé ce que tu viens de dire, qu'on était en train de parler par rapport à un projet de détection de, par exemple, des images ou des vidéos sensitives dans les communautés en ligne. Ça veut dire, par exemple, pornographie ou des images d'abus à des animaux ou des enfants ou quelque chose comme ça. Et était ça un des principaux problèmes. Comment traiter les données, comment analyser les données, étant donné que c'est des données sensibles et des données très difficiles à, on va dire, à regarder ou d'analyser. Donc, c'est quand même, c'est très important de partir de les données, mais c'est vrai que, par exemple, pour la santé ou pour déterminer certains cas, c'est difficile de faire l'analyse des données ou traiter les données. Oui. Effectivement, merci beaucoup pour vos partages d'expérience. Puis là, Véronique, tu as cité un point super intéressant tout à l'heure. Tu parlais de besoins. Il y a des clients qui appellent alors que le besoin n'est pas clair. J'aimerais juste peut-être vous entendre par rapport à ça. Comme fournisseur de solutions d'intelligence artificielle, quels sont les enjeux et les défis que vous rencontrez pour satisfaire un besoin? Des fois, le besoin n'est pas précis, mais que vous êtes interpellé par une entreprise. Puis, écoutez, on a de la donnée, faites-nous de la magie, puis faites-nous de l'intelligence artificielle. Donc, quels sont les défis que vous rencontrez à ce niveau-là? Est-ce que c'est déjà vrai? Puis si oui, si vous pourriez peut-être nous partager des expériences par rapport à ça. Oui, on vient de parler des questions de la confidentialité puis tout ça. Je vous dirais, je suis dans le domaine depuis quand même presque une dizaine d'années. Et puis, c'est récent, mais
les gens sont, puis c'est très, très bien, là, les gens sont de plus en plus sensibilisés à cette question-là. Mais de notre côté, quand on essaie de travailler, ben, ça devient parfois un peu un frein. Mais on n'est pas contre ce frein-là, on pense que c'est normal. Mais tu sais, à une certaine époque, juste l'accès aux données était beaucoup plus facile. Maintenant, juste le fait d'accéder aux données dans certains contextes, ça fait partie des freins ou des difficultés qu'on a. Quand on arrive dans une entreprise. Sinon, ben, un des gros freins, mais c'est pas dans les grandes entreprises, je parle plus des PME et je trouve ça vraiment dommage, mais c'est le financement qui est un frein dans bien des cas. C'est facile pour un Desjardins ou un Intact de se lancer dans de l'intelligence artificielle. C'est plus difficile pour la petite PME, là. Puis je pense, comme tu le mentionnes, Véronique, il y a plus d'argent pour les projets de grande envergure, donc ils peuvent toucher plus d'entreprises, en tout cas plus de clients. Et il y a le côté massif est souvent un bon levier pour aller chercher du financement, même pour des plus grosses entreprises. Mais pour les petites, quand c'est des projets de plus petite envergure, mais qui vont avoir un levier énorme sur la productivité de l'entreprise, ben souvent ils n'ont pas les fonds parce qu'ils l'ont pas prévu comme dans leur projet d'optimisation. Il y a tellement de fonds aujourd'hui pour acheter du matériel, puis si peu pour optimiser du matériel qui est déjà là. Ça c'est un vrai enjeu qu'on voit aujourd'hui sur du développement en général, là, sur du développement logiciel même. C'est un gros gap qu'on voit, nous, dans l'accompagnement des entreprises, là, d'aller financer ce type de projet-là dans, on va dire, dans un cadre plus modeste. Okay? Fait que quand ça ne fait pas partie d'un gros projet où on va acheter des grosses machines et qui vont toutes se parler. Fait que ça c'est assez sexy au niveau des financements gouvernementaux, mais typiquement, sur des projets plus modestes, mais qui vont avoir un gros levier, c'est plus difficile. Effectivement. Oui, exactement. Puis parfois, même, on parle du financement gouvernemental. Parfois, même faire la demande pour certaines PME, mais faire la demande, même la demande de financement du gouvernement pour certaines PME qui n'ont pas nécessairement des gens à l'interne puis qui vont devoir embaucher à l'externe. Juste les termes de la demande sont difficiles à comprendre pour eux. Donc, ils ne sont même pas capables souvent de remplir la demande de financement pour un projet d'intelligence artificielle. Parce que les demandes, les programmes sont compliqués eux-mêmes, là. Donc, je comprends que vous êtes là pour les accompagner. Ça, ben, on est là pour ça, coucou. Oui, c'est ça. Mais on le réalise, là, ça arrive qu'une PME nous contacte et puis ils veulent faire ce projet-là, mais quand ils regardent les demandes d'Invest AI ou de ce genre de choses-là, ils regardent ça puis ils comprennent même pas comment faire la demande, là. Donc, ils ont besoin d'accompagnement avant même d'aller chercher le financement, en fait, souvent. Donc, puis même cet accompagnement-là, ben les salaires dans le domaine sont élevés, hein, présentement. Donc, parce qu'on a des Google puis des Facebook qui s'installent à Montréal, donc nos professionnels, ils chargent quand même des montants, non négligeables. Non négligeables. En parlant de financement et d'aide, est-ce que vous pensez que parce que le gouvernement a fait quand même des initiatives pour supporter un peu les PME à adopter de l'intelligence artificielle? Comment vous jugez déjà ces initiatives? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas assez de ce que je vois de cette expression, Véronique? Donc, comment vous les jugez, ces initiatives-là? Déjà, juste le fait de postuler, des fois, ce n'est pas facile pour demander un financement. Est-ce qu'on a déjà des financements intéressants à aller chercher pour implémenter des projets qui vont coûter peut-être trop cher? Il y en a du financement quand même, là. C'est pas, mais c'est ça. Je pense qu'il est un peu... il est un peu difficile à aller chercher. Souvent, il faut que l'entreprise mette un gros investissement en partant. Il faut souvent que ce soit des grosses choses, alors que il y a des choses très, très simples qu'on pourrait faire dans des PME. Parfois, des projets pour 10, 20 000 où on réglerait un petit problème. C'est sûr, là, pas la grosse affaire avec l'apprentissage par renforcement et tout. Mais dans certains cas,
des versions simples pourraient aider des petites PME, mais le financement est quand même assez difficile à aller chercher, là. Je pense que ça va être plus facile pour une grosse entreprise de payer quelqu'un pour faire ces demandes-là, d'aller faire des démarches avec les universités, de se trouver des partenariats, de faire des stages, de se payer des stagiaires, tout ça. Je trouve que c'est difficile pour la PME, présentement au Québec de se financer. Je dis pas que le gouvernement fait rien là-dedans, mais je pense quand même que c'est beaucoup plus facile pour les grosses entreprises. Puis je trouve ça un peu dommage parce que on a quand même un bon bassin de bons chercheurs. On a quand même 2 gros centres. À Montréal, on parle beaucoup du milieu, tout ça, mais il y a aussi à Québec là, le département d'informatique, l'idée, ouais, c'est ça. Il y a plein de chercheurs qui sortent de là, puis c'est des gens qui sont très compétents. On a beaucoup de savoir, mais j'ai l'impression que il s'en va juste dans les grosses entreprises. Des fois, j'ai l'impression que les PME ont de la difficulté à aller chercher leur part de ce qu'ils investissent là-dedans, tant en payant des impôts qui servent à financer les universités et ces programmes de recherche-là. Donc, personnellement, je trouve ça un peu dommage. J'ai peut-être un portrait biaisé de la situation. Peut-être qu'Alexandra pourra... Tu as tout à fait d'accord. Il y a le manque de visibilité aussi, mais Sonia, vas-y. Non, ben en fait, je serais curieuse, Véronique, si, pour le rendre un peu moins abstrait, là, quand tu parles d'un petit projet pour un PME qui pourrait les aider concrètement, est-ce que tu en aurais un exemple que tu pourrais donner ou est-ce qu'on peut attacher une image à ça? Je peux pas, c'est difficile de donner. Ben, le projet le projet sur lequel je travaille avec YouMeet, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, là, c'est pas un projet qui leur a coûté une grosse fortune, là. On parle pas de projet en centaines de milliers de dollars là, jusqu'à maintenant, ce qui a été fait. Là, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait du financement pour aller plus loin, mais des projets de segmentation comme ce qu'on a fait pour la première phase de l'application de YouMeet, c'est pas des budgets de centaines de milliers de dollars dont on parle là. C'est des budgets beaucoup plus, je dirais, raisonnables pour une PME. Parce que moi, je me pose un peu la question aussi, c'est quand on regarde des budgets, il y a du financement quand même partout. Par contre, peu importe c'est quoi, c'est soit, comme vous avez dit, soit la grosse patente, entre guillemets, et que ça prend du hardware, mais il y a aussi l'élément où tout ce qui est sur la ligne entre opération et projet. Pour les opérations, il n'y a presque jamais du financement. Mais on sait que si on ne fait pas une bonne gestion de l'information de l'entreprise et ou de ce qu'on veut faire dans le quotidien, si on veut, dans les opérations long terme, parce qu'il y a des éléments qui sortent à un moment donné du projet parce que c'est des activités qui sont récurrentes. Mais juste pour ça, c'est la gestion de l'information dans les activités récurrentes qui peuvent aider après ça à optimiser les processus. Là, il n'y en a pratiquement pas de financement, pour ne pas dire aucun. Et je pense que ça, à la base, ça fait aussi que même si on avait le montant X pour un projet d'application AI, si après ça, on n'a rien pour le mettre, de l'intégrer dans les opérations puis de financer les outils qu'il faut, on n'est pas plus avancé. Mhm. Tout à fait. C'est vraiment le gap, moi, en tout cas, dans les derniers mois, Covid oblige, là, les gens se sont beaucoup tournés vers des projets d'optimisation, puis clairement, on le voit que il y a un gap au niveau justement de l'intégration de toutes ces pratiques-là en interne et puis de l'adoption de ces nouveaux outils-là. Ça prend du jus de bras en interne, ça prend un engagement clair de l'organisation, puis dans la formation de ses employés, dans la recherche de nouveaux employés qui vont devoir aussi encadrer, là. Et ça, il n'y a pas tant de soutien en termes de financement, et pourtant c'est souvent des investissements énormes et sur le long terme. Donc, en fait, à la mesure de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, c'est souvent des gros investissements et ça fait pas. Moi, je conseille souvent aux entreprises de commencer par travailler avec une entreprise de service et qui pourrait même former un stagiaire à venir travailler chez eux, puis commencer à former leur équipe interne grâce aux entreprises de services conseil qui sont là pour monter en expérience, en expertise. Puis quand ils seront prêts, ben là, ils arrêteront de faire affaire en service conseil, mais au moins,
au moins d'être bien accompagné sur un moyen long terme là, pour avoir le temps, se donner le temps d'intégrer ces nouvelles pratiques-là dans le quotidien, là, pour les ancrer vraiment dans le quotidien. Oui, ben, ça fait partie des choses qu'on fait beaucoup, là, accompagner les entreprises comme ça. Mais j'ajouterais encore par rapport au financement, là, il y a un autre élément à mentionner que souvent, ce qui est financé dans les demandes de financement, puis là, ça dépend lesquelles, mais souvent, il faut vraiment que ce soit de la recherche ou, tu sais, la demande de financement, si on lui dit que finalement, ce qui va régler le problème du client, c'est une régression, puis la régression va très bien fonctionner, puis on le sait très bien, mais il n'y aura pas de financement pour ça, tu sais, parce que pour avoir du financement, il faut que ce soit la dernière chose à la mode qui vient juste de sortir là, sur les réseaux de neurones. Donc, tu sais, il faut que la solution soit nécessairement très compliquée pour obtenir du financement. Puis c'est pas nécessairement ce dont les PME ou même les grosses entreprises ont besoin à chaque fois. Donc, les projets qui sont financés, c'est ça, c'est des grosses choses, mais les petits projets où on serait capable d'améliorer, de faire vraiment des quick wins en entreprise, là, en PME, ils sont beaucoup plus difficiles à financer. Puis ils sont même pas finançables souvent en R&D. Ils peuvent même pas demander de crédit de R&D par rapport à ça parce que si on discute avec les gens de la R&D, ils vont nous dire, désolé, mais non, de la régression, ça existe depuis tout le temps. Donc c'est plus difficile à aller financer les projets qui sont pas nécessairement là, le gros projet d'intelligence artificielle. Ben, il faut aller comme justifier un peu la raison du financement autrement. Ben, en fait, les enjeux, c'est pour la R&D, c'est vraiment de prouver qu'il y a un risque technologique à se lancer dans le projet. Puis effectivement, si on considère que l'accompagnement technologique va pouvoir être réalisé avec le partenaire et que tout va bien se passer si on a les fonds et les ressources humaines, ben, il n'y en a plus de risque technologique. C'est du compliqué, mais ce n'est pas du complexe. Et quand on est dans le compliqué et pas dans le complexe, ben, souvent le financement à la R&D, il n'est pas là. Il n'est pas là, non. Puis quand on fait affaire avec des gens super compétents, ben, les chances que ça tourne mal sont plus faibles. Donc, c'est encore plus difficile d'aller chercher du financement. OK. Là, on n'a pas parlé de ressources, par exemple, comme entreprise de conseil et services, par exemple, comme Videns ou Woban ou autres. Vous avez besoin de ressources, évidemment. Est-ce que déjà vous pensez que, parce qu'on sait, puis c'est pas étrange de dire que le marché de TI, de façon générale, vit une certaine pénurie. Plus précisément dans la technologie émergente, puis si on parle d'intelligence artificielle, des fois, on a tendance à dire on n'a pas déjà assez de ressources. Moi, je parle plus de la ville de Québec, étant donné que déjà ces ressources-là vont aller chercher des plus grandes compagnies qui vont offrir un plus gros salaire, peut-être aller dans des grandes villes, je parle de Montréal, Toronto. Est-ce que vous, comme recruteur de la ressource qui travaille dans l'intelligence artificielle, vous trouvez de la misère un peu à trouver ces personnes-là, à les recruter, à les retenir? Bien, le recrutement, c'est toujours assez, c'est toujours difficile. Puis effectivement, on a un peu de la concurrence de très grosses entreprises, surtout à Montréal, hein. Maintenant, même si nous, on est à Québec, les gens peuvent travailler à Québec ou à Montréal. Maintenant, c'est pas, surtout avec la COVID, là, puis le travail à distance, c'est plus vraiment une question qui se pose. Donc, à Montréal, avec les gros joueurs de Google et Facebook qui offrent des salaires démesurés par rapport à ce qu'on peut obtenir, puis même à Québec, là, avec les grosses compagnies d'assurance, tout ça, c'est sûr que pour les PME, c'est peut-être un petit peu plus difficile de recruter, mais en même temps, on offre quelque chose d'un peu différent aussi, là. Donc, on arrive à trouver les personnes compétentes quand on en a besoin, on arrive à trouver les personnes compétentes en général. On a de la chance chez Videns parce que, moi, j'enseigne à l'Université Laval, ma collègue Sarah enseigne à HEC, donc on a accès aux étudiants directement. On les voit passer à l'école, donc on peut recruter directement là, presque pendant nos cours. C'est une chance qu'on a. Je sais que c'est plus difficile là, pour certains compétiteurs de faire ça.
Mais c'est un bon point parce que c'est d'être à la source des gens qui sont en train de se former. Je pense que c'est une des recettes qui fonctionne bien. C'est un peu ça, comme ça qu'on fonctionne. Et l'autre élément, puis c'est là, ça c'est notre avantage à nous autres, je vous dirais, c'est qu'on a une mission fondamentale, aussi environnementale, qui est de plus en plus aussi dans l'esprit des gens. Ils veulent travailler pour changer quelque chose, pour être contributeurs à une cause. Et souvent, quand je pose la question, soit parce que nous, on travaille soit en recrutement direct, justement via les bancs d'école presque, ou en créant des alliances avec des autres compagnies, comme par exemple, je ne les nommerai pas, je vais avoir de la compétition, mais ils n'ont plus de temps pour moi. Mais c'est de dire que pour les retenir, pour qu'ils nous offrent leurs services, puis qu'on peut arriver à faire des beaux projets ensemble, c'est un des éléments vendeurs, c'est qu'on travaille sur un projet derrière lequel il y a une cause. Donc ça, c'est surprenant quand même, mais ça aide entre autres, parce que c'est certain qu'on ne pourrait pas compétitionner sinon d'aucune façon avec les besoins qu'on a pour le développement en technologie de l'information, data scientist, etc., avec les autres domaines. Mais encore une fois, je pense que la COVID est une opportunité parce que les gens cherchent la qualité de vie, on s'habitue à pouvoir travailler à distance et il y a des domaines dans lesquels il y a des data science assez forts qui ont pris un coup, comme le domaine de l'aéronautique. Donc, nous, on travaille avec un partenaire en France qui est vraiment tout ce qu'il faut, sauf que là, le domaine aéronautique, tout ça, on se réoriente un petit peu, fait qu'il y a peut-être aussi des ressources qui se libèrent ou qui se réorientent pour l'intelligence artificielle, data science dans d'autres domaines. Vous avez d'autres points à partager par rapport au recrutement Québec International? Est-ce que vous recrutez de la ressource? Nous, on recrute. En avril prochain, d'ailleurs, on a une mission virtuelle. Hein. Je ne vous cacherai pas que de ce temps-ci, toutes nos activités de recrutement sont virtuelles, mais on a une mission de recrutement en avril prochain avec une majeure où on va mettre le gros paquet sur TI et IA en fait partie, évidemment, là, parce que les besoins sont énormes des entreprises avec lesquelles on travaille. C'est souvent dans le secteur des technologies de l'information et puis en particulier tout ce qui est développeur, programmeur et puis assez nouvellement quand même là, des data scientists puis des professionnels de l'IA en général. Là. Donc on lance bientôt. On est en train de chercher d'ailleurs des groupes là, pour ceux qui voudraient nous feeder sur des sources pour pouvoir diffuser les offres d'emploi. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Moi, ça m'intéresse. On essaie de rentrer en contact avec des groupes de professionnels dans le domaine pour pouvoir leur faire valoir finalement les offres d'emploi qui vont être publiées en avril. Fait que n'hésitez pas à nous feeder là-dessus sur les groupes dont vous faites partie, qu'on puisse diffuser l'info. Si je peux me permettre, Alexandra, une chose, c'est le recrutement. L'autre chose, de se faire, de rentrer au pays. Oui, ça c'est... les freins, tout le monde parle de recrutement à l'international et que ça nous prend de la main-d'œuvre qualifiée, ça nous prend ci, ça nous prend ça. De l'avoir expérimenté, là, puis Talia pourrait en parler aussi, immigrer au Canada est vraiment pas facile. Alexandra, tu le sais aussi, c'est vraiment pas facile du tout. Il y a énormément de freins, il y a beaucoup d'obstacles et en cours de route, jusqu'à temps qu'on a son permis de travail, de résidence, l'assurance, Dieu sait quoi, il y a tellement d'obstacles qu'on peut se décourager en cours de route et les gens peuvent être recrutés en 5 minutes ailleurs où les freins à l'immigration ne sont pas aussi élevés. Et il y en a plein. Là. Nous, on a cherché, ça faisait 2 ans qu'on cherchait à combler un poste parce qu'on n'avait pas l'expertise nulle part. On a enfin trouvé. Et là, on est complètement découragé par tous les freins à l'immigration qui sont déjà très, très lourdes en temps normal, puis en temps de COVID, on n'en parle même plus. Là. Ça vient un peu ridicule, en fait. Ça c'est clairement un enjeu. Nous, on aimerait vraiment beaucoup que
que nos différents paliers de gouvernement ouvrent plus grand la porte, là. Ça, c'est clair que c'est un enjeu. Cependant, il y a quand même des fast tracks qui ont été établis dans les 2 dernières années là, pour permettre d'obtenir des visas rapidement sur des profils en particulier. Là. Fait que n'hésitez pas à nous contacter puis à contacter mes collègues à moi en attraction de talent qui vont pouvoir vous orienter là-dessus parce que ben, c'est clair que au niveau gouvernemental, ils ont bien compris que c'était un frein à notre économie que de manquer de ressources. Donc, ils prêtent à une attention particulière aux différents métiers des TI, là, puis au métier des infirmières aussi. C'était aux nouvelles aujourd'hui. Donc, les infirmières étrangères devraient arriver massivement. En tout cas, on le souhaite qu'on ait du renfort bientôt. Là. Mais oui, tu as tout à fait raison, Sonia. Il y a des grandes barrières. Là. Je pense que Talia, Khadija, tout le monde autour de la table ou presque là, est pas mal touché par l'enjeu. Oui, il y a 2 points que j'aimerais ajouter. Le premier, c'est par rapport, pour moi, c'est difficile d'expliquer les parties de recrutement parce que j'ai jamais recruté quelqu'un, mais je t'ai recruté, donc je peux parler par rapport à mon entreprise. Donc, par rapport à ce qu'a dit Véronique, c'est vrai qu'il y a des grosses entreprises qui vont nous proposer des salaires très compétitifs dans les marchés. Mais par contre, par exemple, dans mon cas, je t'ai recruté pour vous vendre et ce n'est pas une très grande entreprise, mais par contre, ce qui m'offre comme l'ambiance, on va dire que toute la convivence entre les travailleurs, je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais il y a une vraiment bonne ambiance que ça me fait bien, même si je parle super salaire chez Google ou chez Facebook, je me sens très bien, même dans une moyenne ou petite entreprise, pour les autres types de choses qui vont m'offrir, pas seulement les salaires. Ça, c'est, au moins, dans mon cas, c'est vraiment apprécié. Et toutes les choses que vous avez fait pour les employeurs, c'est vraiment apprécié dans mon cas. Et le deuxième point que j'aimerais ajouter, c'est exactement ce qu'a dit Sonja. Les parties de la migration, c'est très difficile. Et dans mon cas, j'ai venu pour les études, mais même si c'était plus facile d'arriver pour étudier, après rester à Québec, principalement, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'obstacles. Même, je suis en train d'essayer de faire la résidence permanente et même le temps d'attente, c'est plus de 12 ans et demi. Seulement pour attendre pour pouvoir avoir la résidence et pouvoir travailler ici, que c'est ça à la fin que je veux. Donc, il y a beaucoup d'autres options, par exemple, aller à des autres provinces où la résidence va être vraiment rapide. Donc, dans ce moment, je me commence à me décourager. Je dis, est-ce que je dois rester à Québec? C'est plus facile pour moi et ma famille aller dans une autre province. Mais exactement dans mon cas, je suis forte et je dis non, je veux rester à Québec. J'aime bien le français, j'aime bien le Québec. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de passagers aussi qui vont aller dans une autre province, étant donné que c'est très difficile de migrer à Québec. On vient à la question la plus importante. Qu'est-ce qui vous a amené déjà à choisir la ville de Québec? Puis là, Sonia, tu as ramené ton entreprise de l'Europe vers Québec. Est-ce qu'il y a une raison assez particulière, sachant qu'il y a un énorme écosystème d'intelligence artificielle ailleurs? Là. Donc, on parle juste au Canada, on parle de Montréal beaucoup plus que Québec, on parle de Toronto beaucoup plus que Québec. Pourquoi le Québec? J'aimerais vraiment bien vous entendre par rapport à ça. En fait, c'est le contraire que j'ai fait. Mon entreprise est de Québec que j'ai exportée en Europe pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle. Et je m'explique, en fait, moi, j'ai migré au Québec il y a longtemps et toute ma vie est bâtie ici, puis on m'a donné les opportunités. J'ai eu le réseau qu'il fallait pour faire ce que je fais aujourd'hui avec Watershed Monitoring. Et autant le réseau de personnes qui m'ont amené là que les études universitaires et aussi grâce en très grande partie à la Ville de Québec, au service de développement économique qui m'a permis de faire des vitrines technologiques. Que j'ai pu établir toute la question, la science, la gestion de la donnée, de faire ce portail-là de gestion de la donnée. Par contre, là où je sentais qu'il y avait un certain frein, c'est de dire, OK, là, on veut, je suis un peu chercheur aussi un peu, fait que je veux faire beaucoup de la recherche et du développement, puis qu'il y avait un certain frein ici par rapport aux personnes, au recrutement et à l'ouverture à des projets qui vont encore plus loin. Et donc, on a été en fait recrutés
par la France pour s'installer en France. Pour s'installer dans la région strasbourgeoise où ce qu'on a tout le réseau des personnels, des personnes qui connaissent bien le domaine de l'eau. Il y a l'Université de Strasbourg, il y a l'Angers, et on s'est implanté en fait à l'International Space University à Ilkirch-Grafenstaden, tout près de Strasbourg. Et l'objectif, c'est d'intégrer les données des observations de la Terre, donc les informations des satellites, pour améliorer les modèles prédictifs sur la qualité de l'eau, sur les cyanobactéries, etc. Donc, on avait non seulement le réseau de personnes capables de le faire, le réseau intéressé à nous aider à trouver le financement pour le faire. Là, on a un projet qui commence le 1er mars avec un partenaire justement industriel en France. Puis ça répond un petit peu aussi à une question tout à l'heure de recrutement, d'avoir les gens, d'avoir des alliances entre des PME, parce qu'on est une PME, même une TPE en France, pour avoir les bonnes alliances pour faire ces gros projets-là. Nous, on a la vision, on a le savoir-faire, on a la connaissance de la donnée puis et les besoins, et eux, ils ont toutes les infrastructures puis les data scientists pour nous amener là. Et c'est cette ouverture-là d'esprit d'aller plus loin qu'on voit, qu'on a vu en France, en Europe de manière générale, qui nous a amené de s'installer en France. On s'est fait recruter pour aller vers la France. Donc, c'est un peu ça l'histoire, en fait. Donc, j'espère, parce que nul n'est prophète dans son pays, j'espère de pouvoir répatrier une partie de ce que je développe en France au Canada, comme j'exporte des affaires que je fais ici en France. OK. Ben, espérons que ça va bien aller, au moins avec le temps de COVID, là. Ah oui, oui, même ça va mieux comme ça. On a plus de temps, on s'adapte. Donc, je sais pas. En fait, j'ai une dernière question avant de passer aux questions. On a quand même beaucoup de questions que les participants ont posées. La dernière question que je voulais poser, c'est vraiment par rapport au domaine académique. Donc, je parle d'Université Laval, Cégep, collège, etc. À quel point vous faites affaire avec ce monde-là? Donc, je m'exprime. Donc, par exemple, comme PME qui n'a pas vraiment les moyens d'aller chercher, d'aller développer un grand produit qui va coûter quand même trop cher, est-ce qu'il va préférer vraiment d'aller avec, par exemple, l'Université Laval, avec l'Institut d'intelligence artificielle? Voici, on veut développer tes projets, on va offrir une bourse à un étudiant, puis on va monter, par exemple, une preuve des concepts, on va l'essayer dans notre organisation, puis on va voir comment ça va donner. Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça? Est-ce qu'un de vos clients fait affaire, par exemple, avec l'Université Laval? Puis, est-ce que vous voyez que l'Université Laval doit s'insérer encore plus dans ce domaine-là, c'est-à-dire aller chercher des PME, des organisations à fonder de la recherche dans l'Université Laval ou dans un cégep? Puis là, j'entends parler aussi d'un profil de technicien spécialisé en intelligence artificielle qu'on veut sortir rapidement pour justement aller combler le besoin qu'on a au niveau du marché. Donc, est-ce que vous avez des choses à partager par rapport à ça? Donc, est-ce que vous avez de l'expérience déjà avec ce monde-là? Oui, ben moi, j'en ai quand même pas mal, là, parce que, ben, étant donné que j'ai un pied à l'université toujours en étant chargée de cours, même chose pour ma collègue Sarah. Donc, on fait énormément, nous, de partenariats avec les universités, puis on met même nos clients en relation, si on veut, avec des profs qu'on connaît à l'université. Donc, on favorise beaucoup cet aspect-là. C'est quelque chose qu'on travaille énormément avec les universités. Ceci dit, quand je vois une petite PME qui s'attend à embaucher un stagiaire puis à se mettre à intégrer de l'intelligence artificielle avec un stagiaire qu'elle embauche sur un stage mi-taxe, par exemple, ben, pour avoir vu des étudiants passer à travers ça, puis d'être tout seul dans l'entreprise, qui ne connaît pas l'intelligence artificielle, tu as l'étudiant qui est tout seul dans l'entreprise, qui ne connaît pas ça, l'entreprise qui ne connaît pas ça, qui ne sait pas quoi faire avec ça, le prof d'université, son but, c'est pas d'aider une PME dans la vie, c'est de faire de la recherche. Donc, en général, les étudiants sont assez malheureux là-dedans, puis ça donne pas tant de choses que ça donne des choses un petit peu moins intéressantes. Ça fonctionne bien en grande entreprise. Chez Desjardins, chez des GAG, on faisait ça, mais on avait des équipes pour superviser ces étudiants-là
dans l'entreprise. Donc, les étudiants n'étaient pas laissés à eux-mêmes. Mais de prendre un stagiaire pour une PME puis de lui dire, bon, ben ton mandat, c'est on n'a jamais fait ça de notre vie, on va faire de l'intelligence artificielle avec toi. Ça se peut que ça marche, là, mais ça risque de faire des gens malheureux. Ce qu'on voit, nous, dans notre cas, qui fonctionne quand même bien, c'est que l'entreprise va embaucher le stagiaire, puis nous, on va aider l'entreprise à encadrer le stagiaire. Puis là, le stagiaire va se former, s'améliorer, tout ça, puis ça va permettre d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Mais tout ça, embaucher le stagiaire comme ça, là, pas petit, tu sais. Mais moi, je pense qu'on réfère beaucoup quand même l'université, mais aussi les CCTT. On en a quand même quelques-uns dans la région, dans différents domaines, là, le CIMI, le CRVI. On va même souvent, il y a beaucoup d'entreprises aussi à Québec qui font affaire avec Solutions Novica ou Optech à la Pocatière. Là. Je pense qu'on a des ressources plus accessibles aussi pour les PME avec des projets peut-être sur du moins long terme. Où ça fait un peu moins peur à l'entreprise d'aller travailler avec un CCTT qu'aller travailler avec l'université, parce qu'il reste quand même des grands a priori que c'est compliqué de faire affaire avec l'université. L'Université Laval travaille à améliorer les choses. En fait, l'ensemble des universités au Québec travaillent à améliorer les choses, là, notamment au niveau de la propriété intellectuelle. Ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années, là, mais il y a encore énormément d'a priori sur la vitesse d'exécution, de dire, moi, si j'ai pas les moyens de m'enligner avec un projet avec l'Université Laval, là, si j'en ai pour 2 ans, là, j'ai pas le temps, là, moi, il faut que ça se fasse là. Puis la réalité, elle est souvent celle-là, comme Véronique vient de le dire, tu sais, les profs qui encadrent les étudiants, ils ont eux-mêmes des travaux de recherche sur lesquels ils travaillent depuis des années, puis ils sont pas là pour faire avancer l'entreprise sur son projet dans les 3 prochains mois. Ils sont là pour former et pour faire de la recherche. Fait que, tu sais, il faut pas non plus déplacer le problème à l'université. Faut mieux outiller les entreprises, mieux former nos jeunes pour qu'ils aillent travailler dans les entreprises et puis former les équipes de demain qui vont travailler en technologie dans les entreprises. Ben, je pense que les entreprises, les petites comme les grands, ont ultimement gagné à intégrer des chaires de recherche industrielles et de pousser en quelque sorte aussi leur projet ou d'en profiter, d'en tirer profit sans penser que l'université ou la chaire va faire des jobs appliqués. Et je pense que c'est ça aussi souvent une mauvaise compréhension quand on donne, entre guillemets, un mandat à l'université. On sait quand ça commence, mais on sait rarement quand ça se termine. Et dans presque tous les cas, ce n'est pas ce qu'on a voulu que ça soit, parce que ce n'est pas un consultant, c'est un centre de recherche. Et ils ont d'abord à remplir un mandat de recherche et d'enseignement et de formation, et non de rendre des livrables. Et je pense que là, souvent, il y a beaucoup d'ambiguïté entre les partenaires, mais j'ai une expérience, moi, très positive, et je pense que les autres partenaires aussi, particulièrement avec en département de la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval. Et là, il y a des petits et des gros joueurs, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, des OBNL qui sont là-dedans et qui sont contributeurs à la chaire et qui trouvent un moyen, parce qu'il y a une très belle collaboration, à combler ces besoins-là d'avancement, d'apprentissage pour ultimement faire aussi arriver un transfert de la technologie et du savoir-faire. Et je pense que là, il y a des éléments, beaucoup d'éléments à gagner, mais il faut que ça soit fait en connaissance vraiment de cause de la réalité de chacun et qu'est-ce que chacun a vraiment en tête par rapport à ce qui est un livrable, qui n'est pas tout à fait tout le temps clair là, entre les parties. Merci à toutes pour ce panel fort intéressant. Je vais me permettre de vous interrompre dans cette discussion-là pour qu'on puisse utiliser les 10 dernières minutes que nous avons pour répondre aux 3 questions que j'ai identifiées dans le chat qui ont été posées par des participants. Donc, la première question qui a été posée, c'était en fait, que vous nous indiquiez comment se positionne la région de Québec en innovation en IA au Canada et en Amérique du Nord, selon vous? Si je me réfère aux échanges en fait avec mes collègues au niveau de l'université ou même dans la région, là, on se positionne comme la 3e région
En termes de recherche, la troisième région secondaire, parce que c'est important le secondaire apparemment, parce qu'il y a des gros pôles académiques un peu partout au Canada, à Toronto, à Montréal et à Waterloo, je pense. Et donc, il y a aussi Vancouver qui essaye de se positionner, mais on essaye de passer devant. Donc, pour les plus petits centres. Donc, on essaye on veut pas être plus gros que le bœuf, là. On est une grenouille qui s'assume, là. Fait que je pense qu'on a toutes les ressources. Je pense que ce qu'il faut positionner en termes d'innovation pour la région de Québec, c'est de dire que on a dans un quadrilatère de 40 km de côté, là, toutes les ressources nécessaires pour mener un projet. Puis ça, je pense que c'est pas donné à tous dans toutes les régions du Canada ou en Amérique du Nord. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut tabler, là, c'est la proximité des ressources avant tout là, pour pouvoir réussir un projet, parce que je pense que la proximité, c'est clé dans la réussite d'un projet technologique, quel qu'il soit, là. Fait que proximité de nos partenaires. Fait que moi, c'est de même que je le positionne. Là. Puis mes collègues à l'Université Laval là, pourraient probablement mieux parler du classement que moi, là, mais ça nous donne une très bonne idée quand même de comment ça se positionne. Merci Alexandra. Je passerai peut-être à la deuxième question qui est, selon vous, pour consolider la profession de la science des données, devrait-on mettre en place un titre professionnel, une norme ISO ou une association ou même autre, par exemple la régulation du marché, notamment pour adresser la formation et les compétences des postes, l'éthique et les autres enjeux? Est-ce que l'une d'entre vous aurait une opinion là-dessus? Oui, vas-y, Véronique. Moi, je trouve que c'est une excellente question. J'ai vu que c'est David qui a posé la question, puis j'en profite pour le saluer. C'est une grosse question parce que, effectivement, on voit en intelligence artificielle des gens qui font pas... Je vois Thalia sourire, elle me voit. Mais il y a des gens qui font ça de façon peut-être un petit peu moins rigoureuse que d'autres. Il y a plusieurs professionnels qui s'inventent un peu scientifiques de données ou experts en intelligence artificielle, qui n'ont pas nécessairement la formation là, qu'on va avoir quand on a un bac et une maîtrise là-dedans, qui sont souvent capables de faire du travail en intelligence artificielle, qui sont capables de faire des modèles de régression ou des choses un peu de base, mais qui peut-être ne se posent pas toutes les questions qui devraient se poser pour vraiment faire le projet. Puis des fois, je fais partie des personnes qui, comme David, se demandent s'il ne devrait pas y avoir une certaine régulation par rapport à ça. Pour s'assurer pour le public de se dire, quand j'embauche quelqu'un qui a cette certification-là, je sais que les choses vont être faites correctement, que les bonnes questions vont avoir été posées, puis notamment sur le thème de l'éthique. OK, c'est une grosse question. C'est pas facile d'analyser un modèle sur ce plan-là. Et puis, c'est effectivement pas tout le monde qui est formé pour le faire correctement. Puis je me demande aussi des fois si on ne devrait pas avoir quelque chose pour réglementer ça, pour protéger tout le monde, pour protéger les entreprises, mais pour protéger aussi les citoyens, pour protéger les entreprises qui ne savent pas trop qui embauche finalement, ils ne savent pas trop c'est qui l'expert que ça leur prend pour faire telle chose ou telle chose, ils sont un peu tous mélangés là-dedans. Donc, pour protéger l'entreprise qui embauche quelqu'un qui s'attend à ce que la personne soit compétente, mais aussi pour protéger le public, pour pas qu'on se mette à mettre en place des modèles qui tiennent pas la route ou qui respectent pas ce qu'on s'est donné comme cadre dans la société, là, pour le dire comme ça. Donc, c'est vraiment une bonne question, mais malheureusement, ce serait difficile de faire ça parce que c'est pas comme les architectes. Architecte, il y a une personne il y a une formation là-dedans. L'intelligence artificielle, c'est plein de domaines. Ce serait très difficile d'aller réglementer là-dedans. C'est qui les personnes qui sont bien formées pour le faire? Ça ne va pas être une formation en particulier. Comment on ne pourrait pas arriver et dire, on va être diplômé en informatique pour faire ça? Je ne serais pas très contente parce que je ne suis pas diplômée en informatique, puis pourtant, je suis très, très bien capable de le faire. Donc, bref, c'est une question qui serait vraiment, ça va être une question
difficile, mais je pense qu'un jour, il va falloir l'aborder en tant que société, là, j'ai l'impression. En tout cas, c'est un enjeu vraiment à discuter et à réfléchir davantage. On n'aura pas la réponse ce soir, mais merci beaucoup pour ton opinion. Ça m'amène à la troisième question qui a été posée dans le chat. Donc, le potentiel de l'IA dans tous les domaines est immense, mais on le voit comme quelque chose qui reste en fait seulement à la portée des grandes entreprises, organismes. Est-ce qu'il existe, à vos connaissances, des projets pour rapprocher ces atouts aux petites entreprises ou même au grand public? Est-ce que l'une d'entre vous... Ben, je peux parler encore, mais je donnerais peut-être la parole à une de mes collègues, là. Il y avait eu une grande conversation là-dessus lors d'une activité à l'Université Laval avant la grande pandémie. Et on parlait justement excusez, j'ai divergé sur l'éthique des données. Excusez, je suis partie sur une autre thématique. C'était sur les fiducies de données que je vous partais. Excusez-moi, j'ai divergé. Mais pour essayer de ramener ça, oui, effectivement, c'est beaucoup plus fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup plus fait par les grandes entreprises, c'est plus facile pour eux. Comment faire pour ramener ça dans la PME? Là? J'aimerais tellement ça avoir une réponse à cette question-là. Personnellement, c'est un des morceaux qui me dérange là, de ne pas pouvoir ramener ça dans la PME aussi facilement que ça. J'aurais tendance à dire que essayer de les contacter, c'est les entreprises qui en font pour essayer de faire des partenariats avec eux, par exemple, pour, je sais pas, co-développer dans un projet ou des choses comme ça pourrait peut-être aider. Mais c'est une question qui est bien, bien, bien difficile. Là. Il y a les appels à projets du MEI qui sont là pour démocratiser ces petits projets-là pour les PME, mais ça en tout cas, à mon niveau, je suis pas sûre que ça ait l'air de mobiliser tant que ça les entreprises, parce que est-ce que leur attention est là? C'est parce qu'ils savent même pas ce qu'ils peuvent faire avec encore. Donc, ils sont pas à l'étape de faire une demande au MEI. Ils savent même pas ce qu'ils pourraient faire avec ça. Je pense que ça prend, comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, il faut que les gens sachent d'abord c'est quoi, que ça faut qu'on le démystifie et concrètement, je vais faire quoi avec ça? Parce que ultimement, je pense qu'on est déjà entouré un peu partout. Puis, on s'en rend plus ou moins compte, là, parce qu'on prend pour acquis que toutes les publicités qui popent dans nos réseaux sociaux et nos pages web, c'est un pur hasard, mais on sait très bien que c'est pas ça. Alors, je pense qu'il faut vraiment juste arriver peut-être même avec une information sur qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'information que vous avez chez vous pour X, Y objectif. Et je pense que c'est là qui manque beaucoup. Puis en plus, en PME, on est quand même aussi tellement absorbé par notre quotidien qu'on a tellement même de la difficulté à gérer nos agendas sur le sens du monde. Alors, et je pense que c'est un peu ça aussi, on a les CRM si on est avancé, mais de là de partir, si on réussit de gérer l'information de l'entreprise, c'est déjà beau. Et après, de faire la prochaine étape, de l'exploiter de manière intelligente avec les besoins qu'on a, c'est une autre très grosse marche à mettre en place parce qu'on n'a pas nécessairement le temps dans le quotidien pour y réfléchir, ni les connaissances de qu'est-ce qui est faisable, puis qu'est-ce qui est même rapidement faisable, puis sur quoi qu'on pourrait travailler. Fait que je pense que ça serait un petit peu le truc. Puis après ça, la solution, ben, c'est l'information, promouvoir. J'allais boucler la boucle là-dessus parce que je pense que c'est le manque de modèles. Là, on est un panel qui s'appelle Women in AI, là, puis on s'est parlé lorsqu'on a préparé le panel de pourquoi on manquait de femmes en technologie, là, puis pourquoi on manque de PME aujourd'hui dans les technologies aussi, là, je pense que c'est le manque de modèles aussi, là. Je pense qu'on a besoin qu'il y ait plus de petites entreprises qui démontrent que c'est faisable et que c'est abordable.
Puis les autres vont suivre. En fait, c'est comme l'adoption de l'informatique ou de l'automatisation, aussi minimale soit-elle. Là, si mon voisin, il a une entreprise et puis qui vient d'implanter une nouvelle chaîne automatisée puis qu'il est beaucoup plus efficace, bah, je vais regarder ça d'un œil beaucoup plus intéressé que je l'aurais fait si mon voisin ne l'avait pas eu. Fait que Et j'ai aujourd'hui l'impression que aussi, c'est le modèle qui va aider, là. mais aujourd'hui aussi, avec la quantité de solutions que les entreprises, les géants de technologie proposent, donc l'intelligence artificielle est rendue déjà démocratisée. Donc, les PME peuvent quand même se permettre des petites solutions à moindre coût pour au moins essayer puis voir qu'est-ce que ça donne. Moi, j'ai une dernière question avant de clôturer un peu le panel. Ma question, je ne sais pas, est-ce que vous savez ou non que plusieurs cégeps travaillent sur une offre pour commencer des formations pour sortir des techniciens spécialisés en intelligence artificielle. Puis, si on prend le cas d'aujourd'hui, un spécialiste d'intelligence artificielle, il a minimalement une maîtrise. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de ce profil-là va aider davantage l'adoption de l'intelligence artificielle éventuellement dans les PME, ou ça va plus créer ce gap parce que finalement, cette personne-là va être perdue. Ça va être comme le stagiaire là, que Véronique a mentionné tout à l'heure dans l'université qui va être perdu, je fais quoi? Puis ça, c'est un besoin d'entreprise, c'est vraiment très gros que moi. Puis ça, c'est la technique. Puis il y a beaucoup plus de techniques derrière que je comprends peut-être pas, mais je veux juste appliquer. J'aimerais juste vous entendre. Comment vous pensez que ce profil-là va venir s'insérer dans le marché? Moi, je pense que ce profil-là est vraiment une excellente idée. OK. Personnellement, là, je trouve que comme ils le font au Cégep de Sainte-Foy, c'est vraiment une excellente idée d'amener ça dans le marché parce que, mais premièrement, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà sur le marché du travail, là, qui ont déjà des bacs, des maîtrises en maths ou en informatique, qui sont déjà compétents, qui veulent juste se mettre à jour là-dedans puis qui ont besoin de connaître les dernières techniques, mais qui n'ont pas besoin de refaire toute la formation fondamentale qu'on a fait à l'université. Donc, il y a ces gens-là, de un. De deux, ça va quand même aider à diminuer les coûts aussi, même si c'est pour des personnes qui sont, même si les gens qui sortent de là ne sont pas des gens qui ont déjà des maîtrises ou des bacs, parce qu'il y a une grande partie du travail, on parlait de la préparation des données qui nous demande beaucoup de travail, bien, à plusieurs niveaux, ce n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un qui a un doctorat pour faire ça ou une maîtrise. Puis même que la personne qui a un doctorat n'est peut-être pas si bonne pour le faire, là, finalement. Donc, puis là, présentement, on l'a pas, ce profil-là. Les gens qu'on embauche, c'est des maîtrises ou des doctorats, mais il y a une partie du travail qu'on leur fait faire on n'aurait pas besoin de ce niveau-là de connaissances pour faire ça. Donc, ça va permettre de réduire, je pense, quand même les coûts. Ceci dit, évidemment, quelqu'un qui voudrait embaucher cette personne-là, qui a juste un deck là-dedans pour implanter l'intelligence artificielle dans son organisation, elle se retrouverait un peu comme le stagiaire, effectivement, peut-être. Bon, effectivement, j'ai participé avec un collège dans la rédaction de l'offre qu'ils soumettent au ministère pour se permettre de créer ce profil. Je vous dirais que la quantité d'informations que ce technicien spécialisé va recevoir est quand même très intéressante. Donc, ce n'est pas juste une personne qui va savoir coder en Python ou R, puis on va lui dire tiens, nettoie-moi cette quantité de données, donne-moi juste le output. Mais c'est vraiment, ils vont être introduits aux différentes techniques de machine learning, les différentes architectures de réseaux de neurones, etc. Donc, c'est quand même riche comme information. C'est sûr que ça va être condensé. Ce n'est pas comme celui qui va préparer sa maîtrise sur un certain nombre d'années, puis ça va prendre tout le temps de réflexion à comprendre ça. Mais je pense que je suis du même avis que toi, Véronique. Là, ça va vraiment ajouter un bon coup positif au marché du travail au niveau de la technologie Ouais, en général. Puis effectivement, je comprends qu'ils sont formés pour autre chose que pour juste faire le nettoyage des données, qu'ils sont formés sur les modèles aussi. Mais quelqu'un qui a juste une technique, là, puis qui n'a pas fait, mettons, les maths plus avancées là-dedans, ben, il va être à jour à la fin de sa formation, mais après ça va être vraiment difficile pour lui d'aller lire les articles qui viennent de sortir, puis il en sort tout le temps. Là. C'est difficile de rester à jour. C'est même difficile pour moi. Je fais ça de ma vie tout le temps, puis j'ai de la difficulté à rester à jour. Là. Donc, la personne qui n'a aucune formation en maths, elle va sortir de son deck avec... Elle va connaître les méthodes qui existent à ce moment-là. Ça va être difficile pour elle de se mettre à jour. Donc, ouais, c'est un peu le
points faibles. Merci beaucoup à toutes pour votre participation. Merci beaucoup à Khadija d'avoir animé ce panel. Je tiens vraiment à vous remercier chacune d'entre vous pour votre participation. C'est vraiment extraordinaire pour la ville de Québec de pouvoir rassembler justement encore plus des femmes comme vous qui travaillez dans l'IA, puis de pouvoir en discuter, puis vous mettre en valeur, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui manque. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté cette initiative de Women in AI. Puis pour tous les participants qui ont été là ce soir aussi, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. C'est certain que c'est le premier événement, mais ce ne sera pas le dernier, du moins je le souhaite. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous, avec justement chacune des panélistes aussi. J'ai essayé dans le chat de mettre un peu les noms des organisations, mais n'hésitez pas à les contacter. Je suis sûre que ça leur fera plaisir de pouvoir discuter davantage avec vous. Donc, je conclurai par ça, par un grand merci à vous toutes. Et puis, je tiens à vous dire à bientôt aussi pour un prochain événement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Tout le monde. À bientôt. Pour l'organisation. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, salut. Au revoir.